Bon, mesdames et messieurs, chers amis, quel bonheur de vous voir si nombreux ce soir. Il y a de ça 10 jours, on essayait de trouver des canons à chaleur, en se disant, sérieusement. Donc, je ne sais pas qui est allé poser des œufs, alors je ne sais plus comment on dit ici. Voilà, merci, ça a marché. Alors, je voudrais que ces gens-là, je n'ai pas besoin de savoir qui c'est, ils en mettent plus souvent. Ce serait bien. Bien, alors, c'est au nom de la SBL, bataille de Ramilly 1706, et en tant que président, j'ai cet honneur d'être président de l'association, ben, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie d'être venus si nombreux à cette conférence. Et alors en fait cette conférence c'est vraiment le point d'orgue et qui inaugure la commémoration des 320 ans de la bataille de Ramilly. Alors à l'époque on s'était dit, parce qu'on parle de ça depuis 2022-2023, on a le projet de lancer ça, on dit il faut absolument des conférenciers, il faut expliquer, essayer de comprendre. Parce que moi, il y a des choses que je ne comprenais pas. Quand je suis arrivé ici, on m'a dit, tu sais où tu es? J'ai dit, oui, à Ramilly. Qu'est-ce qui s'est passé ici? J'en sais rien. Et alors, on a commencé à m'expliquer tout ça. Je me suis dit, c'est pas possible qu'on ne le sache pas. Et donc, ce soir, on a vraiment le privilège d'avoir 2 orateurs exceptionnels. Et notre premier orateur, c'est le professeur Clément Houry, qui est diplômé de l'École nationale des chartes, docteur de l'Université de Paris-Sorbonne. Alors il est français, donc il y a peut-être un peu de parti pris, on ne sait pas. On verra. Il est également conservateur des bibliothèques et chercheur associé au Centre Jean Mabillon. Ça, je lui demanderai après ce que c'est, parce que je ne connais pas. Et il nous présentera. Alors, le titre, vous le voyez là. Alors, moi il m'intrigue ce titre. Le tournant de la guerre de succession d'Espagne et de l'histoire européenne. Point d'interrogation. Donc, ça présume d'une présentation un petit peu avec des challenges où, voilà, on va essayer de sortir des légendes et de revenir sur des pistes historiques, je dirais presque scientifiquement historiques. Alors, notre deuxième orateur, c'est le professeur Jean-François Husson, qui est là, heureusement, docteur en sciences politiques et sociales de l'Université de Liège, professeur à l'UC Louvain, membre du comité de la Royal British Legion et animateur de Namur and British Military History, engagé dans le devoir de mémoire, ce que nous sommes tous occupés à faire ici et ce que nous ferons tous ce week-end. Et notamment via la Remembrance Sunday, ça il faudrait qu'il nous explique, annuel. Et lui, il interviendra, parce qu'on voulait, bon, on parle de l'histoire et tout, c'est bien, mais c'est de savoir comment on a vécu à l'époque ici. Comment on a vécu avant, pendant, après. On dit, ouais, les gens étaient pauvres. Oui, comment est-ce que ces familles ont survécu à tout ça? Alors, Jean-François Husson va nous présenter, et je vais vous lire le titre, entre souvenirs militaires britanniques et le sort des populations civiles. Alors j'ai un peu spoilé, comme disent les jeunes, parce qu'il m'a envoyé sa présentation juste avant. Ah, ça a l'air quand même assez chouette. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Il y aura une petite session questions-réponses après, et une séance de dédicaces. Et une fois de plus, je voudrais remercier, mais vraiment à titre personnel et au nom de mon ASBL, et du fond du cœur, et avec beaucoup de sincérité, je voudrais remercier la commune de Ramilly, qui a été extraordinaire. Depuis des années, ils nous soutiennent.
à tout niveau. Quand vous voyez tout le travail qui a été fait ici, David et toute son équipe, ils ont fait un boulot exceptionnel, sans qui ça aurait été impossible. Et je dois aussi, bien sûr, mentionner que nous sommes généreusement soutenus par la province du Brabant wallon. Voilà. Et également, énormément de commerçants qui ont montré vraiment une générosité, alors que les temps sont quand même un petit peu complexes, incertains. Ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu parce que ça fait partie de leur histoire. Et on doit revenir sur notre histoire, on doit revenir sur notre patrimoine. Bon, je ne vais pas faire une dissertation là-dessus. Mais... Voilà. Alors, place à l'histoire, place à nos orateurs. Clément, the floor is yours. Thank you very much. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait, parce que ici j'ai aucun retour, donc moyen. Alors je vais monter. Est-ce que vous m'entendez mieux? Parfait. Ben écoutez, d'abord, merci beaucoup à vous toutes et tous d'être venus. Merci à Jean-Philippe, merci aux organisateurs, aux sponsors d'avoir organisé cet événement et surtout de faire vivre la mémoire de Ramilly et de la guerre de succession d'Espagne qui est, bon, faut le reconnaître, très loin d'être la guerre la plus connue de l'histoire, alors qu'à bien des égards, c'est une guerre décisive dans l'équilibre des puissances européennes et donc dans l'équilibre des puissances même dans le monde, puisqu'à l'époque, évidemment, ce qui se passait en Europe avait des répercussions dans le monde entier. D'où cette question dans mon titre, effectivement, et plus généralement, pourquoi on peut s'intéresser à la bataille de Ramilly au-delà de... parce qu'il y a une buvette sympathique et les lieux sont beaux. D'abord parce que la bataille de Ramilly, c'est un tournant de la guerre de succession d'Espagne. Je reviendrai sur les tenants et les aboutissants de ce conflit. Et c'est véritablement une... Alors, on peut considérer... Je suis prudent, vous savez, l'universitaire est prudent, donc il pose toujours des questions, ce qui lui évite un certain nombre de critiques, mais on peut considérer que c'est une bataille qui véritablement bouleverse l'équilibre des forces en Europe. Aussi parce que d'un point de vue strictement militaire, c'est un véritable chef-d'œuvre tactique d'abord, stratégique ensuite, qui révèle le génie du duc de Marlborough. Les Français en doutaient encore après la bataille de Blenheim. Bon, ben, malheureusement pour eux, après 1706, ils n'en doutent plus. Et c'est une illustration du concept de bataille décisive, même si à l'époque ce concept n'existe pas vraiment, puisque c'est vraiment la grande théorie de Clausewitz, mais c'est aussi une illustration des limites de ce concept. On y reviendra. Alors on y reviendra, de quoi je vais vous parler. D'abord, je vais quand même devoir repositionner un peu la bataille de Ramilly au sein de la guerre de succession d'Espagne. Alors certains connaissent peut-être bien ce conflit, certains le connaissent moins, mais évidemment ça n'aurait aucun sens de parler de cette bataille sans expliquer où est-ce que ça se déroule. Parler donc des forces en présence, à la fois voilà, les pays, les généraux, les armées, comment on se bat à l'époque. Expliquer comment il y a une cristallisation de cette bataille, puisque une bataille n'est jamais évidente. Hein. Il faut que, à l'époque, en fait, les armées sont des choses très lourdes. Vous imaginez déplacer 60, 80, 100 000 hommes parfois sur des champs de bataille où les choses vont assez lentement. Pour qu'il y ait une bataille, il faut que les deux camps aient envie de se battre, en réalité. Le choc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors vous avez tout un tas d'explications sur les côtés, mais je vais quand même en parler. La débâcle, parce qu'il faut bien admettre que ça s'est pas très bien passé pour les Français, et expliquer pourquoi la bataille de Ramilly amène un nouvel agencement des forces en Europe. Et si on a un peu de temps, j'ai même quelques diapositives bonus. Donc le contexte, c'est ça, la guerre de succession d'Espagne, ça c'est la succession d'Espagne, c'est le moment où Louis XIV montre son petit-fils, Philippe d'Anjou, qui devient Philippe V, et qui annonce à tous les ambassadeurs et à toute la cour réunie, « Messieurs, voici le roi d'Espagne », à la grande stupéfaction de tout le monde. Alors pourquoi? Parce que le roi d'Espagne d'avant, c'est lui. Il n'est pas très beau, vous l'avez remarqué, et pourtant les peintres de l'époque essayaient d'essayer de l'améliorer, mais bon, avec Charles II, on ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. C'est plusieurs mariages consanguins qui ont donné ce résultat tout à fait remarquable.
Il avait effectivement, alors Charles II, il était surnommé El Hechizado, alors je ne parle pas un mot d'espagnol, donc voilà, ça veut dire l'ensorcelé en espagnol, et j'ai pas l'accent. L'ensorcelé, pourquoi? Parce que il avait de très grands retards cognitifs, de très grands retards moteurs, il savait marcher à 4 ans, lire à peu près à 9 ans, alors qu'évidemment, il y avait quand même un certain nombre de précepteurs pour s'occuper de lui, et évidemment, quand il est né, en 1665, tout le monde pensait qu'il allait mourir tout de suite. Donc tout le monde s'attendait à ce que la succession de la couronne espagnole se déclenche. En réalité, il a vécu jusqu'en 1700, ce qui n'était pas de l'affaire de son cher beau-frère et cousin Louis XIV. Pourquoi ça intéressait tout le monde, sa vie? C'est parce que l'Empire espagnol, c'est tout ce qui est en rouge sur la carte. Ça fait beaucoup de choses. Donc il y a évidemment l'Espagne, bien entendu. Alors ce qui est en bleu, c'est le Portugal. C'est la carte que j'ai trouvée, il y avait un peu le Portugal. Mais il y a aussi, pour ceux qui ont de très bons yeux, toute l'Italie du Sud et la Sardaigne. Les Pays-Bas espagnols, enfin, je vais parler des Pays-Bas. Les Pays-Bas, c'est très simple. À l'époque, quand on parle des Pays-Bas, ça veut dire la Belgique. Donc voilà, les Pays-Bas espagnols ou les Pays-Bas méridionaux, à l'époque, étaient possession espagnole. Il y avait un gigantesque empire, évidemment, au-delà de l'Atlantique, du Mexique jusqu'au Chili, avec les flottes d'argent qui venaient du Pérou. Et enfin, bon, pour rajouter un peu, il y avait aussi les Philippines. Donc évidemment, ce cher Charles II n'avait pas d'héritier direct, il n'a jamais réussi, malgré ses 2 mariages, à avoir un héritier direct, évidemment. Et donc, il avait beaucoup de candidats potentiels à cette succession. Donc, en gros, il y a 2 grandes familles à l'époque qui se partagent un peu les continents, du moins du côté catholique. Vous avez les Habsbourg. Les Habsbourg, c'est les héritiers de Charles Quint. Charles Quint, vous savez, c'est cet immense empire au XVIe siècle, où il y avait à la fois l'Espagne, l'ensemble des colonies, et aussi l'empire germanique, et plein de trucs en Italie et un peu partout. Charles Quint, lorsqu'il abdique, divise son empire entre son fils, qui récupère la partie espagnole et l'Italie, et tout l'empire outre-mer, et son frère qui récupère l'empire à proprement parler, c'est-à-dire les possessions allemandes, ce qui va devenir l'empire d'Autriche, pour faire simple. Alors on pouvait imaginer que Charles II, à sa mort, aille confier... donc Charles II, il est où? Il est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Ah, mais j'ai un super petit... voilà. Charles II, il est ici. Il aurait pu confier effectivement la couronne à plutôt un cousin du côté Habsbourg, notamment Charles VI, qui était le fils cadet de l'empereur Léopold. Mais en réalité, bon, comme la France et l'Espagne se battaient beaucoup, il fallait toujours se réconcilier par un mariage. Il y a un certain nombre de mariages entre France et Espagne, ce qui fait que Charles II est aussi très apparenté à Louis XIV, et donc au fils de Louis XIV, le grand dauphin, et ce qui fait que la famille de Louis XIV a aussi des droits à la couronne. Donc Louis XIV propose non pas son propre petit-fils, parce qu'évidemment son propre petit-fils est censé régner sur la couronne de France, donc voilà, personne n'a envie que les 2 couronnes soient fusionnées. Donc il dit, bah écoutez, moi je propose là encore un cadet, mon petit-fils cadet, pendant que l'empereur évidemment proposait lui son fils cadet. Donc on a effectivement ces 2 candidats. D'un côté, Philippe d'Anjou, qui va de fait devenir Philippe V, là je vous ai déjà un peu spoilé l'histoire, et l'archiduc Charles, qui par ailleurs deviendra beaucoup plus tard l'empereur Charles VI. Et évidemment, alors pourquoi en fait, Charles II, qui s'est tout le temps battu contre la France, comme son père, comme son grand-père, pourquoi il choisit la France? Un peu contre-intuitif. Parce que le problème, c'est que l'empire de Charles II est énorme et l'Espagne, à l'époque, est très affaiblie. Et il se dit, d'ailleurs tout le monde se dit, il y a des tractations entre les Français et les Anglais pour tout simplement dépecer l'empire espagnol après la mort de Charles II. Les Français disant, ah ben moi j'ai des droits à la couronne, donc je ne vais pas tout prendre, je ne demande pas forcément toute la couronne, mais si on confie aux Habsbourg, vous me donnerez le Milanais, vous me donnerez Naples, et puis Louis XIV avait tout un tas de plans pour échanger le Milanais contre la Savoie, Naples contre la Lorraine, et hop, comme ça il construisait ses frontières bien propres, le fameux précaré de Vauban. Et évidemment, les Espagnols, cette espèce de tractation qui se faisait sur un mort qui n'était pas encore mort, ne leur plaisait pas du tout. Ils se sont dit, ben, on va choisir les Français. Parce que les Français ont la plus puissante armée d'Europe. Depuis 1643, les Français n'ont jamais perdu une seule bataille.
Donc là, on est en 1700, quand Charles II commence à faire son testament. Les Français n'ont pas perdu une seule bataille en 60 ans, donc si on choisit les Français, Louis XIV va être forcé de défendre l'Empire espagnol, et il n'y aura pas de partition de l'Empire. C'était un calcul qui était loin d'être idiot, et donc ça a surpris tout le monde. Quand on apprend que dans son testament, on choisit la partie française, donc un héritier Bourbon, toute l'Europe est stupéfaite, et même les Français qui défendaient leur propre candidat mais qui n'y croyaient pas trop. Et là, Louis XIV est bien embêté, en fait. C'est un parfait cadeau empoisonné, parce que lui, il avait calculé qu'on allait donner la couronne à Habsbourg, et qu'il allait récupérer tous les trucs, les territoires qu'il voulait récupérer. Et bien évidemment, si il donne la couronne à son petit-fils, il ne peut pas aller ponctionner les territoires de son petit-fils, ça ne se fait pas, surtout entre princes catholiques. Donc, il a deux options. Soit, il dit « je ne veux pas du testament ». Et il avait fait un traité avec le roi d'Angleterre, qui est en même temps statutaire de Hollande, Guillaume II, où il s'était un peu partagé les trucs. Donc, soit il dit « je ne veux pas de cette couronne, et après tout j'ai fait un traité avec l'Angleterre et la Hollande, et donc je fais la guerre à l'Espagne qui est très faible, et je m'arroge tous les territoires que je veux ». C'est pas terrible, d'un point de vue image, d'aller attaquer quelqu'un qui vous donne la couronne et en fait la refuser pour ensuite l'attaquer. Et d'autant que ce qui intéresse un certain nombre d'intérêts marchands français, c'est l'alliance avec l'Espagne, parce que l'alliance avec l'Espagne, c'est le commerce avec les colonies américaines de l'Espagne. Donc il y a un parti pro-testament qui dit, bah oui, mais si on accepte le testament, on va avoir tout ce commerce espagnol. Certes, on a moins de territoire, mais il y a une alliance très forte, et surtout, pour le commerce, c'est très bien. Louis XIV sait très bien que s'il accepte le testament de Charles II, et qu'il donne la couronne à son petit-fils, bon, l'Empire ne sera pas content, ça c'est acté, mais les Anglais et les Hollandais risquent d'entrer en guerre, et voilà, il se dit, il y a un risque de guerre, mais c'est pas sûr, donc je vais quand même choisir cette solution, et c'est ça, cette fameuse scène où il annonce à tout le monde, voici le roi d'Espagne. Et finalement, la guerre se précipite. Alors, sur le papier, quand la guerre commence à se déclencher, les Français et les Espagnols sont pas si mal. Alors, regardez, ils ont le Royaume de France, c'est... avec 20 millions d'habitants, c'est la plus grande puissance démographique européenne. À l'époque, la Russie n'est pas considérée comme européenne. Donc c'est la plus grande puissance démographique. Il y a une unité territoriale, puisque la France est ici, mais elle peut protéger les Pays-Bas espagnols, donc vous avez compris que les Pays-Bas c'est la Belgique, les Pays-Bas espagnols qui sont ici, relativement facilement protéger le Milanais qui est ici, et bon, un peu le royaume de Naples, et donc il y a une vraie unité territoriale. En revanche, le problème, c'est que de l'autre côté, se crée très vite ce qui va s'appeler la Grande Alliance de la Haye, où il y a trois grands pôles. D'abord, l'empereur, qui n'est pas du tout content que sa famille n'ait pas été choisie. L'Angleterre est alliée avec les Provinces-Unies, qui sont des puissances commerçantes. Donc, comme elles sont des puissances commerçantes, elles n'ont pas envie que la France, qui est aussi une puissance maritime et commerçante, gagne des parts de marché, pour parler dans un bon français d'aujourd'hui, en faisant du commerce avec les territoires espagnols. Et donc, les trois pôles, c'est vraiment Provinces-Unies, c'est-à-dire Hollande, Angleterre et Empire, et après, évidemment, vont s'agréger, pour diverses raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, à peu près la plupart des princes du Saint-Empire romain germanique et le Danemark. Le Danemark, c'est important parce qu'à Ramillies, ils seront très nombreux. Voilà. Et par ailleurs, le Portugal et la Savoie, qui étaient au début alliés de la France et de l'Espagne, en 1703, changent de camp. Donc au début, ça paraît équilibré. Dès 1701, les impériaux déclenchent une offensive dans le Milanais. En fait, la guerre commence avant la guerre, parce que la guerre officiellement démarre en 1702. En septembre 1701, il y a cette grande alliance de la Haye, j'en ai parlé. Le temps qui s'organise, il déclenche la guerre en mai. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, on suit les saisons. L'hiver, il fait froid, et surtout, l'hiver, il n'y a rien à manger pour les chevaux. Une armée de 60 000 soldats, c'est 40 000 chevaux. Donc vous imaginez ce que c'est que ravitailler 40 000 chevaux. Entre, on va dire, mai et octobre, personne ne se bat. Parce que d'abord, il faut recruter les troupes, il faut que les chevaux se reposent. Donc voilà, donc ils n'allaient pas déclencher la guerre en septembre, ça ne servait à rien. Donc ils la déclenchent en mai. Et la guerre démarre très vite.
puisque le duc de Marlborough, j'y reviendrai, arrive commandant en chef des troupes alliées aux Pays-Bas, et dès son arrivée à la tête des armées alliées, il arrive à dégager la Meuse, parce que les Français, en fait, bénéficiant de l'alliance avec l'Espagne, se retrouvaient tout à fait proches de la Hollande. Donc il y avait un risque d'invasion française de la Hollande qui aurait mis fin à la guerre assez rapidement. Et Marlborough arrive en fait à... Les Français ne veulent pas se battre à l'époque parce qu'ils préfèrent se battre en Italie, pour eux c'est le front le plus urgent. Et il arrive en fait à dégager toutes les forteresses de la Meuse et à interdire une invasion française en Hollande. Donc globalement, dès le début du conflit, ça ne sent pas forcément très bon pour les Français du côté du front belge, on va dire. Mais d'un autre côté, les Français attaquent en Italie et ils attaquent aussi sur le Rhin, puisque, ah oui ça je ne l'ai pas dit, mais les Français étaient quand même alliés à la Bavière. La Bavière, c'est pas très loin de Vienne, donc ils pouvaient utiliser Vienne comme tremplin, la Bavière, pardon, comme tremplin pour attaquer l'Autriche. Et donc, voilà, en 1702, ils reculent d'un côté, ils avancent de l'autre. En 1703, les Marlborough, là encore, essayent de pousser du côté de la Belgique, il échoue. Donc, statu quo. En Italie, les Français essayent de pousser, mais le duc de Savoie trahit. Alors, le duc de Savoie, il était surnommé l'Archimachiavel, donc il a trahi à peu près tout le monde. Hein. D'ailleurs, ça lui a bien réussi parce qu'il a construit. C'est grâce à toutes ces trahisons qu'il a fait de la Savoie une grande puissance qui ensuite deviendra la tête de la maison royale italienne. Donc, il se retourne contre les Français. Donc là, revers français en Italie. Donc, vous voyez. Ça s'équilibre à peu près, donc les Français poussent un peu de partout, mais parfois ils perdent, enfin plutôt les Alliés qui poussent un peu de partout, les Français se défendent, voilà. La première grande rupture d'équilibre, c'est 1704. Marlborough, qui est à l'époque aux Pays-Bas, décide d'envoyer toutes ses troupes en Bavière parce qu'il craint en fait que les Français utilisent la Bavière comme je vous l'ai dit, plateforme pour attaquer l'Autriche. Et donc il décide de s'allier avec le prince Eugène qui est le grand général de l'Empire, et ils arrivent à... donc ils réunissent leurs armées. Pendant ce temps-là, les Français, ils ont une armée franco-bavaroise, une armée française, donc en fait il y a deux armées de chaque côté. Il y a une grande bataille et les Français sont battus à plat de couture. Si vous voulez, ils avaient à peu près 50 000 hommes, il y en a 15 000 qui reviennent sur le Rhin, et toute la Bavière est anéantie. Donc, c'est la première grande rupture de cet équilibre précaire qui restait. Mais ce qui est intéressant, c'est que les Français ne le comprennent pas. Parce que la Bavière, ils n'ont pas l'habitude de s'y battre. C'est loin, et puis bon, il n'y avait pas leurs meilleures troupes. Donc, bon, ils ont perdu en Bavière, mais pour eux, ça va. L'espèce d'idée d'invincibilité française, après tout, ça fait 60 ans que les Français ne sont pas battus, donc une seule défaite, ça ne suffit pas pour qu'ils se disent que ça se passe mal. Mais premier point de rupture, Rami, sans rien vous spoiler, ce sera le deuxième. 1705, Marlborough est toujours aux Pays-Bas. Alors, évidemment, il s'est emparé de la Bavière et puis il revient aux Pays-Bas. Et en 1705, il essaye de pousser. Le problème, c'est que les Français ont une position assez solide aux Pays-Bas parce qu'ils utilisent, vous savez, vous connaissez mieux que moi la région, vous savez qu'il y a des canaux à peu près partout, des canaux, des cours d'eau, et en fait les Français utilisent tous ces canaux, toutes ces forteresses comme des lignes de défense, et ils ne sortent jamais de leur ligne de défense. La position française, c'est aux Pays-Bas, on ne fait rien, on fait un peu le gros dos, on attend, et on essaye de gagner en Italie et en Bavière. En 1704, ils essayaient de gagner en Bavière, ils se sont fait taper sur les doigts, mais voilà, ils gardent toujours cette espèce de position défensive aux Pays-Bas. En 1705, Marlborough arrive à franchir une série de lignes qui s'appellent les lignes du Brabant, et donc à franchir un fleuve malgré la défense, la présence de l'armée française en face. Mais les Français se retirent très vite et ils reconstruisent une ligne de défense sur la Dyle, et donc en réalité Marlborough en 1705 arrive à gagner quelque chose comme 20 km. Donc on est toujours dans cette logique des Français qui ont fait de la Belgique une véritable forteresse, ils baissent progressivement, mais c'est très très long.
À un moment où Marlborough, justement, politiquement, pour démontrer qu'il faut faire la guerre devant le Parlement, a besoin de victoires rapides. Et en même temps, la même année, l'armée française en Italie remporte une grande victoire à Cassano. Donc, pour les Français, jusqu'à 1705, ça va encore à peu près. Ils se sont fait battre en Bavière, ils ont quasiment tout gagné en Italie, et ils reculent un petit peu aux Pays-Bas. Ça, c'est pour... voilà, j'essaie de montrer qu'on approche du point de rupture. Alors, de qui on parle précisément ? Les forces en présence, je l'ai un peu dit, mais vous avez ce qu'on appelle les deux couronnes, donc les deux familles Bourbon, France et Espagne, contre la Grande Alliance. Les deux couronnes, ils ont quoi comme avantage? L'unité de commandement. Évidemment, quand Louis XIV décide de tout, son petit-fils à Madrid obéit, bah, au moins tout le monde est d'accord, c'est pratique. Ils ont, l'armée française invaincue, je l'ai dit, la puissance démographique de la France, je l'ai dit, la France a une position défensive. Globalement, ce qu'ils veulent, et ça c'est vrai durant tout le conflit, ils n'ont rien à gagner dans cette guerre de succession d'Espagne. Elle a été déclenchée contre eux. La seule chose qu'ils attendent, c'est qu'on arrête la guerre pour à peu près conserver l'Empire espagnol voilà, dans ses frontières de 1700. C'est pour ça que les Français, évidemment, souhaitent une guerre courte, mais ils craignent quelque chose qui est l'usure financière, parce que les finances françaises sont épuisées, alors les finances espagnoles existent à peine. Donc eux, leur problème, le risque des Français, c'est les finances. Du côté de la Grande Alliance, bah, ils ont les banques d'Angleterre et d'Amsterdam, ils ont la puissance économique, ils ont de l'argent, ça c'est pas leur problème. Ils ont progressivement, alors au tout début, ils n'ont pas forcément une énorme suprématie, mais pour avoir des bateaux, il faut de l'argent, donc à la fin, évidemment, ils maîtrisent complètement les mers. Ils ne sont pas des très gros pays, mais ils en ont beaucoup, voilà, tous les princes allemands. Et l'idée, c'est qu'ils vont multiplier les attaques concentriques, et eux peuvent se permettre une guerre longue. Le problème des Alliés, c'est l'usure diplomatique et politique. Parce que dans le camp allié, vous avez quoi? Vous avez l'Angleterre et la Hollande. Alors certes, l'Angleterre et la Hollande, deux puissances maritimes, deux puissances protestantes. Donc on peut se dire, ils sont d'accord, évidemment, ils détestent Louis XIV. Ça, là-dessus, ils sont d'accord. Le problème, c'est que si deux puissances maritimes et financières, ce sont des concurrents économiques. Donc, on peut jouer sur la concurrence entre les deux. Et puis, ils sont alliés à qui? À l'empereur, qui est farouchement anti-protestant, catholique. Là où il y a un parlement en Angleterre et des états généraux en Hollande, l'empereur, évidemment, c'est un pur absolutiste. En fait, ils n'ont aucune raison d'apprécier particulièrement l'empereur. Donc, le jeu de Louis XIV, ça va être plutôt de mettre un peu des coins et d'essayer de créer de la dissension dans la Grande Alliance. Donc, comment ça marche ensuite en termes de direction des armées? Là, je vais aller un peu plus vite. En gros, en France, c'est très simple. Vous avez Louis XIV, qui est vraiment... Alors, Louis XIV, il travaille énormément. C'est la tête pensante de la stratégie. Il est là depuis toujours, Louis XIV. Il a fait toutes les guerres. Personne n'a autant d'ancienneté que lui. Il a un ministre, alors pour le coup, parfaitement incompétent à l'époque, Michel Chamillard, qui est un peu... vraiment, courroie de transmission. Et Louis XIV laisse une autorité relativement limitée à ses grands généraux, donc Villeroy, j'y reviendrai, Villars, le duc de Vendôme. Juste petit focus sur Villeroy, parce que c'est le grand vaincu de Ramillies. Et alors, je suis français, certes, peut-être susceptible de sympathie nationale, mais enfin j'ai fait une biographie de Marlborough, pas de Villeroy, parce que Marlborough il est intéressant, Villeroy il est nul. Villeroy, voilà, sa qualité principale c'est la mise en France de Louis XIV. Son père était le gouverneur, c'est-à-dire en gros la personne qui a éduqué Louis XIV. Il fait toute sa carrière grâce à ça, il est courageux. Mais sa carrière subit, alors dès qu'il est maréchal de France et donc il dirige une armée en propre, il se fait battre tout le temps. Namur, il doit défendre Namur, il n'y arrive pas. Il l'envoie en Italie en 1701, il est battu. Il se fait même capturer au sortir de son lit à Crémone, en Italie. Les Alliés le rendent sans rançon, parce qu'ils se disent il fera plus de mal à la tête des armées françaises que dans une prison. Et même en 1704, il n'est pas à Blenheim, mais il est un peu responsable de la défaite. Il a quelques qualités. Il est courageux et il a de vrais talents de courtisan. Par contre, il est ambitieux, il est épouvantablement arrogant, il est nul, il n'est pas toujours honnête dans la façon d'exprimer ce qui s'est passé et il est totalement incapable de reconnaître ses torts. Après, Ramillies, il dira que ce n'était pas de sa faute. Vraiment, c'est... effectivement, en face, Marlborough, c'est un grand général, mais c'est un peu facile de dire...
Je n'ai pas eu de chance, j'ai perdu la pire défaite du règne de Louis XIV. À la tête de la Grande Alliance, c'est un peu plus compliqué évidemment parce que voilà, il y a 3 grands pôles. Le duc de Marlborough pour l'Angleterre, j'y reviendrai. Un civil, Heinsius, qui est le grand pensionnaire hollandais, donc une sorte de, avec tous les guillemets du monde, Premier ministre hollandais. Et le prince Eugène, qui est, alors lui il a une histoire étonnante, juste 2 minutes parce que c'est quand même un personnage fascinant. Le prince Eugène, il est franco-italien, il est le fils d'un descendant des Bourbons et de la nièce de Mazarin, et donc quand il était jeune, son modèle c'était Louis XIV, sauf que sa mère était l'ancienne maîtresse de Louis XIV, elle a été impliquée dans l'affaire des poisons où on tuait d'autres maîtresses de Louis XIV. Donc quand il a voulu, et il était chétif, bossu, mal bâti, tout petit, enfin. Donc quand il a voulu un régiment, Louis XIV l'a regardé avec mépris en disant bah, si tu veux je te donne une abbaye, mais un régiment t'as pas l'air capable de le faire. Donc il est vexé, il est parti servir l'empereur et malheureusement, ça a été le plus grand général de l'empereur. Donc Louis XIV a eu longtemps l'occasion de se mordre les doigts. Et donc le prince Eugène est à la fois un chef politique et militaire. Et donc ces 3-là, qui sont tous d'accord entre eux, dirigent un peu la Grande Alliance. Churchill. Alors Churchill, c'est un type extraordinaire. D'abord tout le monde le connaît. Marlborough s'en va en guerre, c'est lui. Les cigarettes Marlborough, c'est un peu plus lointain, mais c'est lui. C'est très indirect, mais c'est lui. Il est né en 1650, donc il est dans la force de l'âge, 50 ans. C'est le seul cas dans l'histoire d'Europe occidentale de quelqu'un qui vient de la petite noblesse et qui monte tout en haut. Il n'y en a pas d'autre dans toute l'histoire de l'Europe occidentale jusqu'à la Révolution française. Il arrive jusqu'au niveau de prince d'empire, prince souverain, grâce à une ambition sans limite. Cette ambition est servie par de très grands talents. C'est un très grand militaire, on le verra. C'est un remarquable diplomate, c'est peut-être un meilleur diplomate que militaire. À chaque fois, en gros, l'été il se bat, l'hiver il va faire le tour de toutes les chancelleries européennes pour leur expliquer qu'il faut continuer de se battre contre Louis XIV, et il arrive à réconcilier tout le monde, ce qui n'est pas facile. Et par ailleurs, c'est un politicien particulièrement habile, notamment grâce à sa femme, qui est la meilleure amie de la reine. Mais il n'est pas forcément très apprécié parce qu'il a servi 5 rois d'Angleterre, il en a trahi 4, et donc il arrive quand même à monter à chaque fois en trahissant quelqu'un. Donc, mais bon, c'est un ambitieux, mais il est très fort. Et comme chef, il est agressif et manœuvrier, il aime les batailles, et il a été qualifié par Voltaire, qui s'y connaissait un peu, d'homme le plus fatal à la grandeur de la France qu'on ait vu depuis plusieurs siècles. Les soldats, qu'est-ce qu'il y avait comme soldats à l'époque? Alors vous les verrez mieux demain, mais ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les armées, tout le monde a exactement le même matériel. Tout le monde a un fusil à silex avec une baïonnette à douille, et donc une baïonnette qui se met autour du canon. Et donc là où il y a quelques décennies plus tôt, il y avait des gens qui avaient des piques, des gens qui avaient des mousquets. En fait, on arrive dans les années 1690, à avoir un soldat unique qui, grâce à sa baïonnette, arrive à se défendre des cavaliers, et donc ça permet de maximiser la puissance de feu des bataillons. Et donc, là où avant il y avait des sortes de gros blocs pas très mobiles, on se retrouve à partir du XVIIIe siècle avec des lignes très minces de soldats qui se tirent dessus. Le fameux « tirer les premiers, monsieur les Anglais de Fontenoy », c'était déjà les premières batailles de ce type, c'est la guerre de succession d'Espagne. Je pense que, si ça vous intéresse les grenadiers, je vous en parlerai après, mais je vais passer, désolé. Je suis toujours trop long. Il y a juste une divergence entre pays. Donc, ils ont tous le même matériel, ça, ni meilleur ni moins bon d'un côté et de l'autre. Il y a juste des divergences dans les systèmes de tir. Les Français ont un système de tir par rang, donc en gros ils se mettent sur 5 rangs, et puis il y a un rang qui tire, ensuite tous les autres rangs s'agenouillent pour laisser les autres, enfin voilà, chaque rang tire, et ensuite quand un rang a tiré, il se met à genoux, comme ça le rang de derrière peut tirer. C'est un peu long, c'est un peu lourd. Les Anglais et les Hollandais inventent un système de tir par peloton qui préfigure un peu ce que les Prussiens vont faire, et en gros ils tirent plus vite et ils tirent mieux. Une tas de choses à dire là-dessus, mais... Et de fait, Louis XIV en est parfaitement conscient. Je ne sais plus si c'est avril ou mai 1706, il écrit à Villeroy « Faites attention aux unités qui essuieront le premier choc des troupes anglaises. » Donc à l'époque, il valait mieux pas faire face aux Anglais. Et ça, Louis XIV le sait déjà.
Chez les cavaliers, la cavalerie est une arme de choc d'abord. Alors, vous avez plein de noms, gendarmes, chevaux légers, cuirassiers. On appelle même ça la cavalerie légère. Il faut savoir qu'à l'époque, la cavalerie légère, c'est de la cavalerie lourde. Donc, quand vous avez compris ça, vous savez à peu près comment ça fonctionne. En gros, c'est des unités qui combattent au sabre. Ils ont des pistolets, parfois ils ont aussi des mousquetons, mais fondamentalement, c'est des unités qui sont là pour frapper l'unité adverse et faire des mêlées. Donc ils sont protégés par des cuirasses ou des plastrons. À l'époque, enfin dans les années 1660, commence à se dégager quelque chose qui serait de la cavalerie légère, dont l'objectif, donc l'idée de la cavalerie légère, c'est pas d'aller d'aller taper dans les cavaliers ou les fantassins adverses, c'est plutôt aller très vite pour se positionner sur l'arrière de l'ennemi, harceler l'ennemi quand il recule. Donc là, ce rôle de cavalerie légère, il est joué à l'époque de Ramillies par ceux qu'on appelle des dragons. Donc à la base, les dragons, en fait, c'est des fantassins à qui on a donné des chevaux pour aller plus vite. C'est logique, hein. Si le fantassin va plus vite, il peut se positionner plus rapidement. Et évidemment, le prestige de la cavalerie étant plus important que le prestige de l'infanterie, les dragons ont des chevaux et ils se disent bah, après tout, moi aussi, je suis un cavalier. Et donc, ils commencent à se déclarer comme de la cavalerie et de plus en plus, ils combattent comme des cavaliers. N'empêche qu'on garde quand même cette idée de fantassin monté et donc c'est moins de la cavalerie de choc que les autres cuirassiers, gendarmes et compagnie. Alors, il y a des vraies unités de cavalerie légère qui s'appellent les hussards, qui sont, en fait, à la base, c'est, comme son nom l'indique, hussard, c'est un nom à la base hongrois. Ils étaient utilisés dans les guerres impériales, donc les impériaux sont très forts pour avoir de la cavalerie légère parce qu'ils se battaient dans les confins de l'Autriche-Hongrie et pas sur les champs de bataille bien normés de l'Europe de l'Ouest. Donc les impériaux importent quelques hussards dans l'Europe de l'Ouest. Ils désertent, donc ça fait des régiments de hussards chez les Français, mais on voit très bien que les Français, ils ont quelques régiments de hussards, ils reconnaissent que pour faire des pillages, harceler les fuyards, tout ça c'est utile, mais ils ne les aiment pas parce qu'ils ne savent pas servir dans des belles lignes de bataille, et quand vous écoutez les généraux français, les hussards c'est des bandits à cheval, des corsaires, ils les aiment pas beaucoup. Donc, les armées de l'époque, c'est des gros machins, durs à manier, pour faire simple, c'est lourd. Donc je reviens sur où on en est. Alors désolé, les cartes sont en anglais, j'ai pris ce que je trouvais sur Wikipédia. La situation en 1702, c'est celle-là. En gros, bah, évidemment, les Pays-Bas méridionaux sont du côté de la France. Il y a juste l'enclave de Maastricht, qui est hollandais. Et 4 ans plus tard, voilà, ça a un peu réduit quand même. Hein, mais les Français ont reculé, ils ont perdu les forteresses de la Meuse, mais prudemment. En 4 ans, ils ont été grignotés, mais ça va à peu près. Et donc, il y a ce qui s'appelle les lignes du Brabant. Voilà, qui permettent en fait, qui sont appuyés sur la Dyle et qui permettent aux Français de tenir et donc notamment de protéger la partie la plus riche, donc tout ce qui est voilà, Anvers notamment, qui est très stratégique, Bruxelles et tout ça. En 1705, Louis XIV commence à se dire, ça commence à mal se passer. Il propose de faire une mission diplomatique au marquis d'Allègre, qui est son... Alors, c'est pas un ambassadeur, parce que c'est jamais très bon d'envoyer un ambassadeur pour proposer la paix, donc il prend un officier prisonnier qui commence à s'aboucher avec les Hollandais pour leur proposer des règlements de paix, en leur disant, bon, on va faire la paix, on garde l'Espagne, mais on vous donne 2-3 trucs, et là, les Alliés trouvent que c'est pas assez, donc c'est un échec. Et donc, Louis XIV décide, voilà, ça c'est une citation du début de 1706, je veux leur faire voir que j'ai des forces suffisantes pour les attaquer partout. En 1706, il lève 27 000 hommes, il met la priorité sur le front italien pour prendre Turin et se débarrasser de toute opération, enfin de toute menace sur l'Italie, mais il lance quand même une opération on va dire de défense agressive sur le Rhin, et il décide quand même de faire une démonstration de force aux Pays-Bas. Pour Marlborough, Marlborough est convaincu qu'il ne va rien se passer aux Pays-Bas, que les Français vont se protéger, et donc au début il aurait voulu servir en Italie en fait en 1706, et puis finalement il ne peut pas pour diverses raisons, mais il est un peu frustré au début de l'année 1706, Marlborough. Pourquoi? Parce que, alors là je vais un peu zoomer, la ligne du Brabant. En fait, Villeroy est bien protégé vers la ligne de la Dyle, il a des forteresses, alors les lignes, c'est-à-dire il a mis des retranchements un peu partout, il a des soldats, et donc Marlborough est convaincu qu'au mieux il arrivera à pousser un peu et peut-être passer de la Dyle à la Seine, voilà. Mais ce que fait Villeroy,
puisque personne ne lui a demandé, parce que il fait toutes les bêtises possibles et imaginables. Il se dit, ben quand même, j'ai une belle armée. Marlborough, je considère que c'est un abruti, il a gagné à Blenheim, mais c'était une erreur. Et donc Marlborough, de lui-même, sans ordre, décide de prendre toutes ses troupes et d'aller combattre Arami en disant, Marlborough, je vais l'écraser comme une mouche. Marlborough est stupéfait que les Français sortent de leur ligne, il pensait qu'il ne l'aurait pas fait, et de fait, il n'avait pas le droit de le faire. Et donc, sauf qu'évidemment, il se jette sur l'ennemi, et c'est la bataille de Ramillies. Alors, qu'est-ce qui se passe? La disposition initiale, c'est ça, les Français ont un arc de cercle, le village de Ramillies est au centre, le village de Taviers au sud, et le village de Tréglise au nord. Villeroy fait comme il faut faire, c'est-à-dire, il met l'infanterie au centre, avec les gardes françaises, des troupes d'élite, la cavalerie sur les côtés, et il met toujours les meilleures unités de cavalerie à sa droite. Et voilà, alors un dispositif bien équilibré, tout joli. Ce que j'ai pas dit, c'est que 74 bataillons et 128 escadrons côté français, 73 et 123 côté alliés. On a l'impression que les alliés ont moins d'hommes, en fait c'est pas vrai, parce que les bataillons et les escadrons, surtout les bataillons alliés, sont un peu plus gros, donc il y a 60 000 hommes d'un côté, 62 000 hommes côté français, 62 000 hommes côté allié. Il y a une très légère avantage aux alliés, mais honnêtement, à ce stade-là, ça compte pas. C'est déjà ce qu'on appelait de bataille des nations pour la bataille de Leipzig en 1813. C'est déjà une bataille des nations. Donc il y a des Français, des Espagnols, quelques Bavarois côté français. Côté allié, il y a des Anglais, des Écossais, des Hollandais, beaucoup de Danois et quelques princes germaniques, pas tant que ça parce qu'ils sont un peu disputés, ils n'ont pas encore envoyé leurs troupes. Donc, globalement, situation équilibrée. Les Français ont l'avantage du terrain, sauf que c'est eux qui l'ont choisi et ils se positionnent défensivement. Et donc, ils se disent, on va sécuriser les villages avec de l'infanterie, mettre nos meilleures troupes de cavalerie dans la plaine et comme ça, on est tranquille. Ce qui se passe, c'est que donc les opérations débutent début d'après-midi. Déjà, les Français font une énorme erreur, ils ne sécurisent pas le village de Taviers. Enfin, ils envoient quelques troupes, mais pas assez. Marlborough comprend tout de suite que s'il tient le village de Taviers, il pourra mettre de l'infanterie et faire feu sur donc il aura de l'infanterie ici, protégeant dans un village, donc à l'abri de la cavalerie, et gêner la cavalerie française. Donc il s'en empare, les Français n'avaient pas mis assez de troupes, ça c'est la faute à Villeroy qui n'avait pas compris les équilibres du champ de bataille. Ça commence d'abord, donc voilà, ça commence par ça. Ensuite, les Alliés attaquent le village de Ramillies, mais là, les Français se défendent très bien. Donc, dans Ramillies, Villeroy a mis ses meilleures troupes, et donc il y a une contre-offensive. Les Français reprennent le village de Ramillies. À ce moment-là, Villeroy a vu un grand combat dans Ramillies. Il est convaincu qu'il a gagné la partie. Ça lui suffit. Et non, il n'a rien gagné du tout. Le pauvre Villeroy, c'est que Marlborough a compris un truc. C'est que, Ramillies, c'est au milieu, au nord, il y a des marais. Et Marlborough se dit, ces marais, de toute façon, on peut faire passer quelques soldats, mais c'est pas là que ça va se passer. Donc il arrive à déplacer toute sa cavalerie vers le sud, utilisant, alors il est dissimulé par des hauteurs, donc les Français voient rien. Enfin, il y a un Gassion qui est un général français qui dit à Villeroy que quand même il se passe des trucs et qu'il ferait mieux d'aller voir. Villeroy dit ben non, il n'y a rien d'intéressant, de toute façon moi je suis en train de gagner la bataille dans le village, ça me suffit. Donc Villeroy ne voit rien alors qu'on lui avait dit d'aller chercher. Et donc Marlborough arrive à déplacer toute sa cavalerie, quasiment toute sa cavalerie au sud, où du coup il se retrouve avec un avantage local très intéressant. Et donc, il a 108 escadrons alliés contre 63 Français, évidemment en ayant mis tout au sud alors que les Français avaient mis des deux côtés, et ben il a un avantage matériel même si les Français ont mis leurs meilleures troupes dessus. Et donc en un quart d'heure, ça c'est une citation de l'époque, l'élite de la cavalerie française est balayée, et donc évidemment, il s'empare du champ de bataille. Alors déjà, il avait pris Taviers, ce qui lui faisait un avantage tactique, il s'empare du truc, et ensuite il peut tourner le dispositif français, et les Français, du coup, s'aperçoivent qu'il faut se retirer, et le problème, c'est que ça se passe mal. Donc les Français se retirent, à ce moment-là, ils ont leur cavalerie qui a été battue. En réalité, leur armée, elle est à peine touchée. Mais lors de la défaite, les soldats, en fait, paradoxalement, un soldat qui n'a pas combattu, psychologiquement est dans un état pire qu'un soldat qui a combattu. Parce qu'il ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, ils étaient en train de... Alors, en fait, les soldats de Ramillies, ils avaient l'impression d'avoir gagné. On leur dit qu'il faut se retirer. Ils ne comprennent pas. Les soldats qui sont au nord du champ de bataille, il ne s'est rien passé, ils sont restés l'arme au pied, on leur dit qu'il faut se retirer. Ils ne comprennent pas ce qui se passe.
Et donc, quand il se retire, il y a voilà, le mouvement de panique, on crie sauf qui peut, et toute l'armée se délite à ce moment-là, alors même qu'ils n'ont pas combattu. Donc, Marlborough, voyant ça, évidemment, envoie quelques cavaliers mettre la panique chez les Français. Et oui, parce que le problème, c'est que les Français devaient passer un défilé. Alors, évidemment, quand on passe le défilé, on veut toujours passer en premier. Voilà, c'est pas la queue dans les grands magasins, c'est pire parce qu'on craint aussi un peu pour sa vie. Et donc, toute l'armée s'effondre et s'enfuit en désordre sous Louvain. Donc, il y a 11 000 Français perdus. Donc, ça s'est passé en 1 heure, hein, tout ça. Ils perdent 11 000 soldats, donc 4 000 prisonniers. Pour 4 500, c'est l'hypothèse haute, ça peut être seulement 4 000 alliés. Donc, vous voyez, c'est très intéressant d'un point de vue mathématique pour les alliés. Le problème, c'est qu'après, c'est la débâcle. Et là, c'est là encore la faute de notre cher maréchal de Villeroy. Donc, après Ramillies, les alliés, les Français, pardon, se retirent sous Louvain, et ils se disent, bah, Louvain, on va jamais pouvoir tenir avec une... Alors, leur armée est dans un état pas possible, même pas physiquement, mais militairement, ils sont tous paniqués. Donc, on va brûler tout ce qu'il y avait comme fourrage dans Louvain et dans Bruxelles, et on évacue Bruxelles, et ils essayent de se retirer, les Français essayent de se retirer sur l'Escaut, sauf qu'évidemment ils font pas ça très bien, donc les Alliés tout de suite s'emparent de Louvain et de Bruxelles, ça tombe en quelques jours, donc ouais, Louvain c'est le 25 mai, ils s'emparent d'Audenarde le 3 juin, donc vous imaginez à la vitesse à laquelle ils progressent, ils arrivent à Anvers qui chute tout de suite dès le 6 juin, donc les Français ne sont pas capables de défendre l'Escaut et ils sont tellement paniqués qu'ils se retirent en fait plutôt sous Menin. Donc pendant ce temps-là, les Alliés, en quelques semaines, s'emparent d'Audenarde, envoient quelques soldats à Ostende et ils prennent tout ça. Et après, ça va un peu moins vite parce qu'ils doivent prendre Menin. Donc là, il y a 1 mois et demi de siège, parce que les Français sont un peu revenus de leur panique. Mais bon, Menin tombe et d'ici la fin de l'année, Ath est tombé. Donc vous voyez, hop là, tout ça, ça a été pris. Quasiment. Tout le Brabant et la Flandre tombent en quelques mois, alors même que Louis XIV, quand lui il faisait des campagnes, quand il gagnait une ville par an, c'était pas si mal. Alors pourquoi est-ce une bataille décisive? Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, la bataille est perdue dès le début de la campagne. Généralement, les armées se cherchent et ils s'affrontent plutôt au milieu ou en fin de campagne. Là, c'est dès le début. Or, en mai, c'est très difficile d'aller recruter des troupes parce que les troupes, bah, évidemment, c'est des paysans et en mai, il faut aller s'occuper des terres. Villeroy est complètement paniqué, il défend trop tard l'Escaut, il refuse de lâcher son armée et de partir de l'armée. Et l'armée est complètement traumatisée puisqu'il y a même 20 000 déserteurs qui quittent le camp de l'armée espagnole pour rejoindre les Alliés. Quand Vendôme, qui remplace le duc de Villeroy, arrive, il dit les soldats sont tellement, les officiers sont tellement traumatisés que tout le monde ici est prêt d'ôter son chapeau quand on nomme le duc de Marlborough. Voilà, ils ont l'impression que Marlborough est un démon, tout le monde est paniqué. Il y a aussi des racines, donc il y a des racines militaires, mais il y a aussi des racines politiques, financières et sociales. D'abord, les territoires espagnols étaient mal fortifiés, parce que la monarchie espagnole, n'ayant plus d'argent, bah évidemment, construire des fortifications et les entendre guerre, ça coûte cher. Et il y a surtout, et c'est le plus important, un conflit de loyauté. Comme je vous l'ai dit, le choix de Philippe V n'était pas du tout évident. Donc quand vous êtes espagnol, c'est-à-dire en gros wallon ou flamand, que vous vous êtes battu toute votre vie contre les Français et qu'on vous dit voici votre nouveau roi, il est français, voici l'armée française, c'est vos nouveaux alliés, ça fait bizarre. Pourquoi pas? Quand il y a une sorte de jugement de Dieu comme la bataille de Ramillies où l'élite de l'élite des troupes françaises est balayée, vous vous dites ah, peut-être qu'il faut passer du côté Habsbourg. Après tout, j'ai toujours été du côté Habsbourg, j'y retourne, c'est tout aussi bien. Par exemple, ce qui se passe à Anvers, il y a 11 bataillons qui arrivent devant non, il y a 11 bataillons qui défendent Anvers, donc 5000 hommes. Il y a 400 cavaliers qui arrivent contre 5000 hommes. Le gouverneur d'Anvers est sommé de se rendre et il se rend. Donc, a priori, 5000 fantassins dans une forteresse contre 400 cavaliers, ils pouvaient tenir longtemps. Et alors, le même gouverneur qui s'est rendu, bah, et juste après, ça devient le même qui passe du côté Habsbourg et qui est maintenu à son poste. C'est une belle trahison, hein. Évidemment, ça va plus vite de s'emparer d'une forteresse quand le gouverneur est prêt à trahir. Et il y a aussi les populations locales. Donc les populations locales, bah, évidemment, elles n'ont pas très envie qu'il y ait des pillages, des destructions quand il y a un siège. Mais en réalité,
en 1695, quand Villeroy, toujours lui, avait menacé Bruxelles et l'avait bombardé, la population était restée fidèle au roi d'Espagne. Donc, bon, quand la population veut tenir et subir un siège, elle le peut. Et quand les Français défendront l'île en 1708, les Alliés finiront par le prendre, mais enfin, il leur faudra 8 mois. Évidemment, à Audenarde, quand la garnison française, quand les Alliés arrivent, la population se soulève et la garnison française n'a pas d'autre choix que de capituler. Donc évidemment, ça va plus vite quand de conquérir une ville quand la population est de votre côté. Et du coup, Marlborough, très intelligemment, il arrive et qu'est-ce qu'il promet? Ce que tout politicien sait promettre, Marlborough est un excellent politicien, qu'est-ce que promet tout politicien? De baisser les impôts. Et donc il arrive en disant « Ah, mais les territoires de Belgique étaient auparavant libres d'impôts depuis à peu près Jules César, ils n'ont aucun souci à évoquer l'histoire, donc je vous promets qu'il n'y aura pas d'impôts. » Alors évidemment, ça c'est les 6 premiers mois, et puis après, hop, les impôts reviennent, mais ça a suffi pour faire passer les populations d'un camp à l'autre. Et ce qui est intéressant, et là où on voit que la bataille décisive n'est pas si décisive d'un point de vue militaire, c'est qu'au début, donc évidemment vous avez vu en quelques mois la progression où ils sont perd d'Anvers au stand, mais après ça s'enlise. D'abord, Vendôme arrive, et Vendôme est quand même un bien meilleur général. Le problème c'est que quand ils ont pris Vendôme du front italien pour l'envoyer en Belgique, c'est la catastrophe parce que le front italien s'effondre, mais ça c'est une autre histoire. Je prends juste un exemple d'Andermonde, qui n'est pas la ville la plus fortifiée du monde et qui est au beau milieu du territoire. Quand les Alliés arrivent devant Andermonde et disent de se rendre, il dit que les gens qui se rendent sont des coquins et des traîtres, et donc il ne fait pas comme le gouverneur d'Anvers qui change de camp. La population fuit la ville pour éviter les bombardements, donc le gouverneur est tranquille, il a juste des soldats qui sont fiables parce que c'est des Français. Lui, alors c'est un gouverneur espagnol, mais voilà. Et en fait, s'emparer d'Andermonde, ça prend plusieurs semaines, parce que en réalité, une bataille, ça évite pas quelques sièges. Donc voilà, en résumé, d'un point de vue stratégique, quelque part, la bataille de Ravilly, c'est un révélateur. Ça a accéléré le rythme des opérations militaires, parce que vous voyez que ils avaient mis 5 ans à progresser, là d'un seul coup, hop, en quelques mois, en 5 mois, ils vont beaucoup plus vite, mais ça entérine des rapports de force et des évolutions qui étaient déjà en œuvre. Il y a des conséquences quand même diplomatiques et politiques. Il y a une crise française, alors là, les Hollandais s'en donnent à cœur joie, donc vous voyez pas, donc il y a des blagues, vous connaissez peut-être la devise de Louis XIV, nec pluribus impar, qui voulait dire en gros, supérieur à tout le monde, ça devient nunc pluribus impar, qui veut dire désormais inférieur à tout le monde, donc c'est plus drôle en latin, mais vous avez le Louis XIV c'est le soleil, on va vous mettre une éclipse que vous voyez ici, là vous voyez que Louis XIV il pleure et il demande de l'aide à Madame de Maintenon, voilà. Donc évidemment, l'image du Mars très chrétien, là, ça marche plus du tout. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est humilié, mais il n'y a pas de révolte majeure en France. Alors que chez les Alliés, au début, ils sont très contents d'avoir gagné, mais à la fin de l'année, ils commencent à se disputer et se dire, ok, on a conquis les Pays-Bas au nom du roi d'Espagne, enfin du prétendu roi d'Espagne, mais n'empêche qu'on l'a conquis, les Anglais et les Hollandais ne veulent pas lâcher leur territoire, donc en fait, ils finissent tous par disputer. Voilà. Je conclus quand même sur les effets de cette bataille. Juste pour dire, évidemment, il n'y a pas que Ramillies. Il y a 4 grandes victoires, et à chaque fois, alors vous savez, Castor et Pollux, c'était les jumeaux de l'Antiquité qui gagnaient tout, et donc Marlborough et Eugène sont surnommés Castor et Pollux. 1704, Blenheim, je vous en ai parlé, ils affrontent Marlborough et Eugène, réunis pour la première fois, affrontent l'électeur de Bavière, alors je ne l'ai pas trop dit, mais il est aussi à Ramillies, le pauvre, ils affrontent tout le monde et ils s'emparent de la Bavière. En 1706, Marlborough est tout seul à Ramillies, il arrive à battre l'électeur de Bavière et Villeroy, il s'empare des Pays-Bas espagnols. Quelques semaines plus tard, Eugène affronte le neveu du roi, le maréchal et tout un tas de Français, et ils s'emparent. Alors là, il faut dire que c'est encore plus spectaculaire. En quelques mois, il prend toute l'Italie du Nord et un an plus tard, il a pris toute l'Italie en une seule bataille. C'est pas mal. Et ça permet d'envahir la Provence. Et en 1708, Eugène et Marlborough se retrouvent à Audenarde, pas si loin d'ici. Ils arrivent à écrabouiller les Français. Alors pourtant, les Français avaient mis leur meilleur général, le duc de Vendôme et le duc de Bourgogne, petit-fils et héritier du roi. Et ils sont à nouveau battus et ils s'emparent de l'île. Donc en fait,
Voilà, il y a une série de défaites désastreuses de 1704 à 1708 dont Ramillies et Turin sont vraiment le point d'or. On a appelé ça l'année des miracles pour les Alliés. Et ils perdent sur tous les fronts, mais je parle un peu de la fin quand même. À partir du moment où vous retrouvez la ceinture de fer de Vauban, donc la ceinture du fer, c'est toutes ces forteresses, donc première ligne en vert clair et deuxième ligne en bleu foncé, bah là les Alliés, si vous voulez, Ramillies, on est où voilà, Ath, qui est prise en 1706, c'est là. La bataille de... voilà... la position des Alliés en 1712, c'est là. Donc vous voyez, ils ne progressent pas tant que ça, en réalité, parce qu'à partir du moment où vous retrouvez la frontière française, où il n'y a pas de conflit de loyauté, et où vous avez une frontière bien fortifiée par Vauban, bah, évidemment, les Alliés ils progressent parce qu'ils sont très forts, mais ils vont quand même beaucoup moins vite. Donc, voilà. Nouvel agencement des forces en Europe. Pourquoi ? Alors, vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs si vous avez de très bons yeux, voilà, hop, hop, hop. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Qu'est-ce qui change ? L'Empire d'Autriche, je vais plutôt faire comme ça, se taille la part du lion. À l'issue de la guerre, il récupère quand même les Pays-Bas espagnols, donc les Pays-Bas espagnols deviennent les Pays-Bas autrichiens. Il récupère une bonne partie de l'Italie, et donc cette guerre fait de ce qui va devenir l'Empire d'Autriche une vraie grande puissance. Les Anglais, géographiquement ça se voit pas forcément beaucoup, mais ils gagnent Minorque, Gibraltar, qui est toujours anglais à l'issue de la guerre de succession d'Espagne, et surtout, ils assurent leur domination maritime et commerciale. Et l'Espagne, par contre, qui était la grande puissance du XVIe et du début du XVIIIe siècle, bah, ils sont chassés de toutes leurs possessions européennes. Alors certes, c'est toujours un Bourbon qui est sur le trône d'Espagne, ça l'est toujours aujourd'hui, mais évidemment, ils ont leur puissance est passée. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça qu'on peut parler d'un nouvel agencement des forces en Europe, c'est que les 5 grandes puissances qu'on va trouver en Europe, qui n'étaient pas les 5 grandes puissances en 1700, mais qui sont les 5 grandes puissances en 1714, c'est la France qui s'est maintenue, l'Angleterre qui a gagné la suprématie maritime qu'elle n'avait pas en 1700, la Hollande est ruinée par toutes ces guerres, vous retrouvez la France, l'Angleterre, l'Autriche, la Prusse qui gagne un titre de roi, et aussi, c'est une autre guerre, mais la Russie devient la grande puissance du nord de l'Europe. C'est les grandes puissances de 1914. Donc si vous voyez, vous n'avez pas le même équilibre des forces en 1700 et en 1714, vous avez le même équilibre des forces en 1714 et en 1914. Je ne veux pas dire qu'il ne s'est rien passé en 200 ans, mais quand même. Et est-ce que voilà, je vais passer très vite sur le fait qu'on a quand même beaucoup de sources, on a des plans, on a des ordres de bataille, et pour faire de l'histoire, on a des correspondances et des mémoires, on a des archives au service historique de la défense où les généraux racontent leur bataille, c'est là-dessus que j'ai travaillé, et enfin une source exceptionnelle, la registre d'entrée des Invalides, où vous avez l'entrée des soldats français qui se sont battus. Alors là, bon, mon exemple, c'est mal plaqué, mais c'est pas grave, Ramillies, c'est pareil. Et vous pouvez étudier comment les soldats se sont battus, est-ce qu'ils ont été battus, est-ce que les fantassins ont été blessés à la tête, aux mains, est-ce qu'ils se sont battus avec leurs fusils, leurs sabres. Donc vous pouvez vraiment retrouver toute l'expérience de la bataille avec des archives. Et vous avez évidemment beaucoup de peintures et d'estampes, mais ça, je le passe parce que j'ai déjà été trop long. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que, comme ça, vous m'entendez bien ? Parfait. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être à Ramillies. Ça fait quelques années que je viens chaque année ainsi au mois de mai. Et donc, merci au comité organisateur pour l'invitation. Merci et félicitations à tous les bénévoles qui s'investissent cette année comme les années précédentes. Merci à mon vieux complice Philippe Ragard, collègue de l'Université catholique de Louvain, qui a joué un petit peu les entremetteurs. Et merci à ma compagne qui m'accompagne une fois de plus dans mes tribulations historiques. Alors, je vais aborder avec vous 2 sujets. Le souvenir militaire britannique, puisque ce fut une grande victoire britannique sur les Français, désolé Clément, et le sort des populations civiles. Donc là, je ne pourrais pas entrer dans le détail de ce qui s'est passé dans les villages, mais je donnerai un aperçu de ce à quoi elles étaient confrontées. Alors,
Du côté britannique, c'est un souvenir militaire important, mais qui s'estompe. L'armée britannique, depuis le XVIIIe siècle, plus encore à partir du XIXe, où là c'était vraiment érigé en système, est basée sur des régiments avec un recrutement territorial et un régiment qui souvent va être plutôt une entité administrative avec un recrutement local, ce qui va donner une très très forte identité, et on parle vraiment d'une culture régimentaire dans l'armée britannique, au point que, comme chez nous, ils ont eu des réductions d'effectifs, comme chez nous, ils ont fusionné des unités. Par exemple, on a fusionné chez nous le 12e et le 13e de ligne, il n'y a pas eu des grandes manifestations à Namur en disant le 13e c'est un régiment namurois, pas question qu'il est avec le 12e qui est un régiment liégeois. Eh bien, en Écosse, quand on a fusionné la plupart des régiments écossais dans le Royal Regiment of Scotland, il y avait des pétitions dans les Lowlands pour ne pas fusionner avec ces barbares des Highlands, etc. Donc, ce qui fait que c'était mis en avant au niveau de la presse, au niveau des régiments, et vous aviez comme ça des petites cartes qui évoquaient l'histoire et les traditions des régiments. Vous avez là les Royal Welsh Fusiliers, qui étaient à Namur en 1695 et qui étaient également à Ramillies. Et donc, oui, c'est vrai qu'il y a le petit instrument ici. J'ai toujours un petit problème avec ce truc-là, mais c'est pas grave. Donc, vous voyez qu'on mettait fièrement en avant tous ces battle honors, ces honneurs de bataille. Ça, c'est la traduction officielle québécoise, puisqu'ils utilisent les deux langues. Alors, quand on a une bataille, qu'on a une victoire, comment célèbre-t-on cette victoire? Ceci, c'est le hall d'entrée du musée des Royal Hampshire. Et donc, vous avez quelques costumes d'époque, les tambours, etc. C'est donc dans la ville de Winchester. Marlborough, Winchester, c'est très cow-boy ce soir. Et donc, ça peut se traduire par des médailles commémoratives, une marche militaire, ou pas. Et là, je vais vous faire marcher. Des tableaux, ce qui permet parfois de faire tapisserie. Des navires, c'est parfois un peu bateau. Les honneurs de bataille. Des tattoos, donc pas des tatouages, mais des grandes manifestations orchestrales. Et c'est même à Ramillies que c'est illustré celui qui est devenu le premier maréchal britannique. Alors, les médailles, s'il y a des fanatiques parmi vous, je vous enverrai vers mon collègue Philippe Bragard. Donc, ici, j'ai juste pris un exemple d'une médaille frappée en 1706 qui montre la reine Anne. Donc, Clément Aubry vous expliquait les liens entre la femme de Marlborough et la reine Anne, même si sur la fin, il y a eu un peu de tirage. Et donc, vous voyez qu'on met en avant cette victoire de Ramillies. Cette médaille est encore en vente assez récemment, donc s'il y a des amateurs. Alors, on parle beaucoup d'intelligence artificielle de nos jours, je ne résiste pas à vous montrer ce petit plaisir. Donc, j'avais fait quelques petites recherches. Suite au siège de Namur en 1695, il y a eu par la suite une marche militaire, Namur, qui est encore régulièrement jouée. Elle a été jouée, par exemple, 2 ou 3 fois lors du couronnement du roi Charles. Et donc, je me suis dit, tiens, Ramillies, est-ce qu'il y aurait une marche? Je n'en ai pas trouvé. Mais une intelligence artificielle, toujours prompte, c'est le cas de le dire, à venir en aide, me dit, mais tu sais, il y a Heindel qui a fait une ouverture. Donc, ce n'est pas une ouverture comme celle qu'on a vue tout à l'heure dans la bataille, mais c'était une ouverture musicale ici. Je dis, tiens, c'est bizarre. Et je fais quelques recherches, je ne trouve rien. Il dit, ouais, mais elle n'est pas connue, elle n'est pas très souvent jouée, etc. etc. Bon, d'accord. Et puis après ça, il m'invente une référence bibliographique qui était une invention pure. Et donc je dis, tout compte fait, ChatGPT, enfin non, c'était Copilote. Ton truc, là, l'ouverture Ramillies, t'es sûr qu'elle existe? Il me dit, non, en fait, c'est un fake. Donc là, franchement, c'est ce qu'il m'a dit. Non, ça n'existe pas. Ce que je t'ai dit, ça n'existe pas. Donc voilà. Désolé, il n'y a pas de marche et il n'y a pas d'ouverture. C'est dommage, vous devriez vous plaindre auprès des Britanniques. Alors, au château de Blenheim, qui est donc un palais qui a été construit sur un terrain offert par les autorités britanniques à Malbrook pour toutes ses victoires, et donc Blenheim avec sa victoire la plus emblématique. Si vous êtes un grand amateur de séries policières, style les différentes séries de Morse, le vieux Morse et le nouveau Morse,
vous avez certaines scènes qui se déroulent à Blenheim. Et donc, il y a des tapisseries qui représentent les grandes victoires du duc de Marlborough. Et donc, vous avez celle-ci qui représente Ramillies, donc une des pièces les plus spectaculaires de ce jeu de tapisserie. Là aussi, il y a une controverse. Est-ce qu'elle a été faite dans les ateliers de Judodicus de Vos ou donc plutôt un flamand, ou est-ce que c'est plutôt un français? Vous voyez toujours les clivages. Et donc derrière ça, il y a une fonction aussi symbolique, montrer la puissance, montrer la victoire. Alors là, la représentation, c'est noir et blanc, c'est de travers. Ça permet d'avoir une image globale. Et ici, vous avez une représentation en couleur, mais qui est un petit peu recadrée. Enfin, vous voyez, donc, la bataille, le champ de bataille, des gens qui fuient, d'autres qui se font... qui passent un mauvais moment, et puis voilà. Alors, j'aimerais pas, comme je le disais tout à l'heure, être un peu bateau, mais les Britanniques avaient aussi cette charmante idée de donner le nom de victoire à des navires. Et donc, je parlais tout à l'heure du siège de Namur. Il y a eu 3 HMS Namur dans la Royal Navy. Et Ramillies l'emporte, puisqu'il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Et donc, le premier avait un autre nom, et puis a été renommé Ramillies. Devinez en quelle année? En 1706, vous avez gagné. Donc, il a été reconstruit. Donc, on change les aménagements du bâtiment. Il a été perdu en 1760. Il y en a un autre en 1763, un vaisseau de 74 canons, c'est quand même une belle pièce, qui a été endommagé dans une tempête et puis brûlé. Et puis, encore quelques autres, je ne vais pas vous les passer tous en revue. Le plus intéressant, c'est celui qui a été lancé en 1916, dont je vais vous reparler. Et si vous allez à Londres et que vous visitez l'Imperial War Museum, vous allez être accueilli par 2 pièces d'artillerie de 381 mm. Eh bien, une de ces 2 pièces provient du HMS Ramillies qui a servi à la fin de la Première Guerre mondiale et durant la Deuxième Guerre mondiale. Et vous voyez là tous les combats pour lesquels il a reçu une distinction. Donc ça mérite qu'on en parle un tout petit peu. Oui, canon de 380. C'était une version améliorée d'un ancien type de navire. On l'a lancé en 1916, il a été terminé fin 1917 et il n'a pas vraiment participé au combat. Pourquoi? Parce que la flotte allemande restait dans ses ports à la fin de la guerre, ne sortait plus, donc il ne sortait plus, on n'allait pas se tirer dessus entre nous. Dans l'entre-deux-guerres, il va opérer à de multiples reprises en Méditerranée, que ce soit dans le cadre de la guerre civile russe ou par rapport à tous les éléments de tension, Turquie, Grèce, Turquie, etc. Et alors, dans la Seconde Guerre mondiale, là, il va être de toute une série de combats. La chasse au Bismarck, protéger les convois contre des navires allemands qui étaient vraiment faits pour attaquer les convois alliés. Plusieurs combats en Méditerranée, notamment pour protéger les convois qui ravitaillaient Malte, qui tenaient bon face aux attaques italiennes et allemandes. On va même l'envoyer dans l'océan Indien, où il va être endommagé par un sous-marin de poche japonais, déjà la miniaturisation japonaise. Il va participer à la bataille de Normandie. Il va tirer plus d'1 millier d'obus. C'est ce que représente d'ailleurs l'illustration. Et après ça, il va repasser en Méditerranée et il va appuyer le débarquement de Provence. On va le retirer du service en 1945, au terme de la guerre. Il va servir de caserne. Les Britanniques utilisaient souvent comme ça des bâtiments déclassés comme caserne. Et puis, il va être démantelé en 1948. Alors, les Britanniques, par rapport à tous ces battle honors, tous ces honneurs de bataille, ils aiment bien les mettre sur leur tambour, ils aiment bien les mettre sur leur drapeau. Et là, vous avez 3 exemples. Donc, ceci, ça provient du musée régimentaire du Royal Hampshire Regiment. Donc, vous voyez, Ramillies, mal plaqué. Ici, c'est les Buffs, c'est un régiment du Kent. Et donc, vous avez aussi Ramillies quelque part. Non, Ramillies là. Et l'autre, c'est le Royal Irish, le 18e régiment d'infanterie,
où vous avez Namur 1695. Ils avaient d'ailleurs gagné le surnom de deux Namurs. Et puis, vous avez Ramillies. Alors, ce qui est intéressant quand on compare une guerre de siège, puisqu'on a beaucoup parlé de Malbrook sur les champs de bataille, mais il a fait plus de sièges que de batailles en plein champ, si je puis dire comme ça. Je parle sous le contrôle de Clément Houry, bien sûr. Donc, ce qui fait que, par exemple, pour le siège de Namur, il n'y a pas une seule unité de cavalerie qui a cette distinction. Mais donc, et Clément l'a bien expliqué, ici, il y a quand même eu plus de 25 000 cavaliers qui se sont tapés dessus pendant une partie de la journée. Donc, évidemment, vous allez avoir toute une série d'unités de cavalerie qui vont recevoir ce Battle Honor qui va figurer sur leur drapeau, etc. Vous avez aussi toute une série de régiments d'infanterie, certains qui se seront illustrés pendant la guerre de succession d'Espagne à Blenheim ou qui s'illustreront à Malplaquet, mais certains régiments qui étaient déjà dans nos régions lors de la guerre précédente, la guerre de 9 ans, et c'est comme ça que j'ai mis petit astérix à côté de ceux qui avaient par exemple participé au siège de Namur en 1695. Alors, dans les années 30, l'armée britannique, chaque année, au grand camp d'Aldershot, qui est un des plus grands camps de manœuvre et de casernement de l'armée britannique, encore de nos jours, j'étais l'été dernier, ils organisaient chaque année une grande reconstitution, de nouveau une idée de propagande, d'histoire, de tradition, mais c'était aussi un moyen de récolter des fonds à but caritatif pour venir en aide aux combattants de la Première Guerre mondiale, tâche que remplit par ailleurs la Royal British Legion. Et donc, il y a eu comme ça, dans les années 30, une reconstitution de Namur. Il n'y a pas eu de reconstitution de Ramillies en tant que telle, mais il y a eu différents événements reconstituant les campagnes de Marlborough. Donc vous avez ici le duc de Marlborough, l'infanterie, etc. Et l'affiche d'époque faite par un artiste du design dont j'ai hélas oublié le nom. Et enfin, pour terminer avec ce souvenir britannique, eh bien, le premier Field Marshal britannique, distinction qu'a eu le maréchal Montgomery par la suite, eh bien, s'est distingué notamment à Ramillies, vraiment dans l'aile droite britannique. Donc, c'était George Hamilton, premier comte d'Orkney. Donc, c'est lui qui a commandé l'infanterie alliée et en particulier anglaise qui était sur la droite, donc du côté de Haute-Église, etc., qui a capté l'attention de Villeroy, qui, si je ne me trompe, Louis XIV avait dit « Regarde où sont les tuniques rouges, c'est là qu'il faut faire attention ». Et donc, il a capté l'attention, il y a eu des forces ont été diverties. Et puis, une fois que la cavalerie a fait ce qu'il fallait dans le sud, il a pu commencer à avancer tout doucement vers Malcampé, etc. Et donc, vous voyez qu'il a été de beaucoup de batailles, y compris dans nos régions, le siège de Namur. Et après la bataille de Ramillies, il a poursuivi Audenarde, Tournai, Malplaquet, etc. Alors, à côté de ça, il a eu toute une série d'autres fonctions. General of Foot, donc ça ne veut pas dire qu'il prenait son pied, ça veut dire qu'il était le commandant de toute l'infanterie britannique. Il a été aussi Lord Lieutenant du Lanarkshire, puisque il était originaire d'Écosse. Il a été gouverneur du château d'Édimbourg jusqu'à sa mort. Il a été membre de la Chambre des Lords. Et en 1736, il devient ainsi le premier Field Marshal de l'armée britannique. Donc ça, c'est pour les British. Et les civils. Donc, je n'ai pas ici fait d'études détaillées sur ce qui a pu se passer dans les différents villages. D'une manière générale, quand la bataille approchait, généralement la population civile évacuait pour éviter de prendre de mauvais coups. Surtout que le souvenir des décennies précédentes n'était pas particulièrement joyeux. Je vous ai mis ici une charmante gravure de Jacques Callot. Il a toute une série comme ça sur misère et malheur de la guerre. Et donc, vous voyez que ce n'est pas nécessairement un sort particulièrement enviable, à moins que vous ne soyez masochiste à un point vraiment très très avancé. Et donc, au XVIIe siècle, le sort des populations civiles était vraiment peu enviable.
Je l'illustre ici avec deux photos. Le premier, c'est une toile de Sébastien Franks, pillage d'un village aussi appelé l'incendie de Womelgem. Donc c'est à la fin du XVIe siècle. Donc on peut se rappeler aussi du sac d'Anvers, etc., tout ce qui a pu se passer. Et même dans les state rooms du château de Blenheim, merci à Philippe Braguard pour la photo, on voit ici une représentation où un militaire maltraite la population civile. Et c'est vrai que nos populations ont vu passer des troupes à de multiples reprises. Donc ici, je n'ai pu m'empêcher de mettre une gravure que j'aime beaucoup qui rappelle le siège de Namur en 1692. Mais c'est vrai que nos régions étaient un petit peu le champ de bataille de l'Europe. Ce qui évidemment faisait qu'il y avait beaucoup de batailles, mais d'un côté, il faut voir le bon côté des choses. Les troupes passaient, repassaient, donc ils n'avaient pas intérêt à tout détruire, sinon il n'y a plus de culture, il n'y a plus de fourrage, il n'y a plus de bâtiments. Donc il y a eu tous ces éléments, et donc Pays-Bas espagnol, conflit dynastique, pour qui tient-on? La version officielle, c'est le Bourbon, mais il y en a d'autres qui se disent, il y a un autre prétendant, est-ce qu'il est vraiment moins légitime? Je ne vais pas revenir ici sur les questions d'arbre généalogique, mais c'est quelque chose qui a pu jouer dans certains renversements d'alliances. Et donc, le fait d'être en champ de bataille fait qu'on n'était pas un glacis, une zone qu'il fallait tout à fait interdire à l'accès ennemi, ce qui a hélas été le cas du Palatinat en Allemagne dans les années 1680, où là, les Français ont tout détruit pour empêcher les troupes de passer. Alors, quel était l'état de nos régions à l'époque? Ceux qui sont intéressés, il y a une vingtaine d'années, un ouvrage en 2 volumes assez remarquable, La Belgique espagnole, Principauté de Liège, aux éditions Dexier, Renaissance du livre. Pour la population du Brabant, telle qu'elle a été réestimée par la suite, donc ceci c'est en milliers d'habitants, donc on passe de 169 000 à 1500, puis vous voyez que de 1550 à 1750, la progression n'est pas énorme. Pour différentes raisons, je vais y revenir. C'est seulement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, révolution industrielle, etc., enfin il y a différents facteurs, je ne vais pas m'y attarder, où vous voyez que ça augmente fortement. Et donc, on voit nettement un impact des guerres sur la démographie. Il y a des guerres, la population bouge, il y a des morts, il y a des épidémies, il y a tout ce que vous voulez ou pas d'ailleurs, et donc c'est évidemment un impact démographique assez important. La deuxième chose, et je ne voudrais pas jeter un froid dans la salle, c'est qu'à l'époque, on connaît ce qu'on appelait le petit âge glaciaire. Alors, suivant les sources, les dates changent un petit peu, en tout cas, il faisait froid. Il faisait froid, surtout dans les années 1690, 1706 pas trop, mais 1709, oui, là, de nouveau, il faisait assez froid. La production agricole, puisque c'était la principale activité économique et principalement de subsistance évidemment, à la fin du XVIe siècle, avec les conflits avec les Espagnols, on a un effondrement spectaculaire, et puis après ça, ça fait un petit peu du yo-yo. Au XVIIe siècle, ça va à la hausse, puis ça piétine, puis ça fléchit, puis ça récupère, et puis il y a une nouvelle stagnation. Donc, il y a des phénomènes de récupération assez rapides en termes de production, mais ce qui n'empêche que les variations sont assez importantes. Alors, en mode d'exploitation, dans le Brabant et le Hainaut, c'est surtout de l'affermage, donc on va confier la gestion d'exploitation que l'on possède à des exploitants qui vont payer un montant. Qu'est-ce qu'on a comme propriétaire? La noblesse, la bourgeoisie, des institutions urbaines, des institutions religieuses, des couvents, mais aussi des agriculteurs qui vont être propriétaires de leur propre terre. On pratique généralement l'assolement triennal, donc des céréales d'hiver, essentiellement du blé, de l'orge et de l'avoine pour le printemps, et alors des légumineuses ou des jachères, donc on ne va rien produire sur le troisième tiers. Il y a peu de cheptels bovins en Brabant, il y en a plus en SB. Donc, je ne sais pas si on peut parler d'un effet bœuf, mais voilà. Alors, se pose la question de la discipline militaire. Alors,
normalement, on pourrait se dire, on se comporte mieux quand on est dans son pays que quand on est en territoire ennemi. Ce qui n'a pas toujours été le cas, d'ailleurs. Mais le problème, c'est qu'en 1706, les deux parties disent on est légitime pour être là. Donc, premier élément pour dire on va peut-être y aller un peu plus mollo. Par contre, un gros problème pour la discipline, et ça Clément Houry l'a très très bien expliqué, c'est que, en particulier du côté allié, c'est une armée composite. Et donc, bien sûr, il y a les Anglais, et qui dit Anglais à l'époque dit aussi des Irlandais, des Écossais, des Gallois, etc., et les Hollandais. Il y a quelques contingents allemands, j'ai mis nombreux, non pas par l'ampleur des effectifs, mais par le nombre de petites unités qui vont être là. Mais il y a aussi des Danois, des Suédois, des Wallons, des Suisses, des Écossais qui vont être sur le payroll des Anglais ou des Hollandais. Donc c'est assez cosmopolite. Et donc ce qui veut dire que même si au sein de l'armée britannique, on commence à avoir des éléments de discipline assez importants comme les Articles of War et la Mutiny Act, il y a aussi un système de provost, on pourrait appeler une prévôté militaire, mais c'est un peu difficile de l'appliquer à des contingents qui ne sont pas des contingents nationaux. Donc c'était un peu compliqué peut-être pour les Britanniques d'aller dire à tel régiment danois, attendez, là il y a un petit souci. Même si à mon avis les Danois devaient se comporter relativement bien par rapport à d'autres, enfin on peut travailler sur les stéréotypes. La deuxième chose, c'est quels étaient les soldats. Donc ce n'est pas comme les jeunes qui s'engagent aujourd'hui dans la réserve ou dans l'active pour préserver nos pays par rapport à des menaces. À l'époque, l'essentiel, c'était des personnes qu'on avait un peu contraints à s'engager d'une manière ou d'une autre, ou qui essayaient comme ça d'éviter la prison, des prisonniers de guerre, des déserteurs du camp d'en face, et il y avait relativement peu de volontaires, même s'il y a eu quelques phases à certains moments de ces conflits où, je ne vais pas dire qu'il y a eu une levée en masse comme à la fin du XVIIIe siècle, mais enfin c'est un petit peu l'idée. Et pour refléter un petit peu ça, un autre duc, le duc de Wellington, au début du XIXe siècle, va parler de ses troupes en parlant de « the scum of the earth », donc la lie de l'humanité. Et donc évidemment, avec un profil pareil, vous avez des désertions, vous avez des vols, vous avez des viols, surtout, et des pillages, évidemment, surtout quand la solde ne suit pas ou qui ne sont pas contents. Et donc, Malbrook, pour en revenir à lui, va essayer d'instaurer une discipline stricte, et c'est d'ailleurs plus ou moins dans ces époques-là que le fouet va se généraliser comme mode de punition dans l'armée britannique. Il va aussi, et Clément Houry l'a souligné, les Britanniques ont des moyens financiers que les Français n'ont pas, et donc il va mettre ainsi en place un système pour essayer que la paix suive régulièrement, que les fournisseurs soient payés, que les civils qui fournissent des matières soient financés, et il va aussi mettre au point de la logistique. Donc on entend parfois la logistique suivra, non, 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 avec Malbrook, elle précède. Il va créer des systèmes d'étapes pour quand les troupes doivent se déplacer sur une longue période. Il va choisir des fournisseurs et il va aussi concevoir un fourgon. Ça, c'est un extrait d'une autre tapisserie de Blenheim, et donc des fourgons qui vont permettre d'acheminer du matériel et de la nourriture. Alors, on parlait d'un quiz. Vous voyez le fourgon. Vous pouvez d'ailleurs en voir une réplique au très intéressant musée de la logistique à Winchester également. Donc à Winchester, vous avez deux musées intéressants à voir. Si vous regardez bien le fourgon, alors je ne sais pas si le dessin est suffisant, mais est-ce que par rapport au climat habituel de nos régions, il n'y a rien qui vous interpelle ? C'est là qu'on peut parler d'une représentation d'artiste. Oui, donc c'est une toile. Et les bords de la toile sont rentrés dans le chariot. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand il pleut ? Voilà. Donc, ça m'étonnerait que ça se soit passé comme ça. Mais en tout cas, c'est ainsi que c'est représenté. Alors, à l'époque, on dit la guerre nourrit la guerre, et donc on va vivre sur le pays. Ça peut être via des réquisitions,
ça peut être aussi des réquisitions en argent ou en marchandises. Et donc, ça va être particulièrement vrai pour l'armée française qui, à l'époque, va trouver, grosso modo, 25% de ses ressources par prélèvement de nature diverse sur le pays. Ce qu'on voit aussi, au début du XVIIIe siècle, c'est qu'il y a moins de pillages que précédemment. C'était auparavant une pratique assez sporadique côté des Français en campagne quand ils étaient sur un territoire ennemi, si l'approvisionnement était insuffisant ou si, justement, on voulait faire tabula rasa pour éviter que le territoire ne puisse être exploité par l'ennemi. Politique de la terre brûlée. Et donc, par rapport au grand chef de l'époque, Louis XIV, Guillaume III, au Malbrouck, était hostile au pillage. Pourquoi ? Quand vous avez une troupe qui pille, elle est complètement désorganisée, on a de l'indiscipline, on a une perte de cohésion, accessoirement on se met la population locale à dos. La deuxième chose, c'est que si jamais on doit revenir, puisque je vous ai montré tout à l'heure la liste des guerres, il y avait beaucoup d'allers-retours quand même, c'est qu'il risque d'y avoir une difficulté d'approvisionnement pour le futur, puisque si une population fuit, il n'y a plus rien. Et donc c'est comme ça que le maréchal de Villars, maréchal de France, écrivait au roi, là où il n'y a pas de paysans, il n'y a pas d'approvisionnement. C'est assez logique. Alors, les contributions, donc, avant on avait un pillage qui était complètement désordonné, surtout avec les Espagnols à certains moments, un pillage un peu plus encadré, et puis on s'est dit, c'est quand même un peu désordonné tout ça, donc on va mettre ça en ordre, et à ce moment-là, on a mis au point ces fameuses contributions qui étaient l'obligation de fournir des denrées, des chevaux, des ouvriers, des pionniers, ou, quand ce n'était pas en nature, de payer une certaine somme. À ce moment-là, les pouvoirs locaux devaient trouver eux-mêmes cette somme, soit auprès de leurs habitants, bonjour la fiscalité, soit en empruntant. Alors, vous avez par exemple Rorive qui a écrit quelques bouquins avec une base assez, qui se rejoint assez régulièrement sur tout ce que, oui, par exemple, a dû payer à différents moments aux Français. Et puis, à un moment donné, les uns arrivent, les autres partent. Qu'est-ce qu'on fait en pareil cas pour les contributions ? On ne peut pas demander, les uns viennent, les autres partent, 4 ou 5 fois la même contribution. Eh bien, il va y avoir des accords entre belligérants pour fixer les principes du système. Donc, les contributions ne peuvent normalement pas dépasser le niveau des impôts prévus d'habitude. Ça ne va plus être exigé par village, mais au niveau d'une entité un peu plus importante. On va mettre sur le côté ceux qui ne peuvent pas payer parce qu'il y a eu d'autres types de réquisitions. Et ça va vraiment devenir formaté, ce qui fait qu'il y aura même des formulaires où on n'a plus qu'à mettre, eh bien voilà, telle entité doit payer tel montant. Donc, on a ainsi des contrats préimprimés, des procédures standardisées, c'est du racket organisé. Et donc, pour les populations, quelque part, c'est un peu plus humain. On ne vient pas vous prendre tout démolir et tout, mais et la charge est répartie de manière un peu plus objective, mais malgré tout, c'est pas le fun quand même d'avoir ces contributions. Donc, les guerres, c'est quand même un certain nombre de soucis. Et enfin, pour terminer, Clément Houry montrait dans les sources les dépêches du duc de Malbrouck, dont une partie d'ailleurs est rédigée en français, ce qui est assez intéressant. Et donc, juste après la bataille de Ramillies, il envoie comme ça de nombreux courriers, évidemment à la reine Anne et à une série de ses autres sponsors. Il évoque la bataille, la poursuite, les contacts aussi avec les territoires qui ont été acquis suite à la déroute française. Et par rapport aux autorités locales, il y a essentiellement, dans les jours qui suivent la bataille, ce courrier aux États du pays et duché de Brabant, où il explique qu'il est là pour soutenir les justes intérêts de Charles III, donc le prétendant Habsbourg évincé, qu'il entend que ces territoires se soumettent à son obéissance comme ses fidèles sujets, et garantit le maintien de l'entière jouissance de tous anciens droits et privilèges, tant ecclésiastiques que séculiers,
qu'on sera bien loin de faire la moindre innovation en ce qui concerne la religion, puisque Clément Houry l'a dit, les Anglais anglicans et les Hollandais calvinistes. Et en particulier, nous assurons que l'armée sera employée partout pour votre protection de la manière que vous souhaiterez, et que nous cherchons avec empressement les occasions de vous témoigner le respect de l'estime très sincère. Donc l'idée là est vraiment de se gagner la population donc, dans ce conflit entre les Bourbons et les Habsbourg. Voilà. En quelques mots, un souvenir britannique important. D'ailleurs, le nombre de visites de Britanniques, parfois de manière assez discrète, qui se passe ici est assez intéressant. Et quelques éléments très brefs sur le sort des civils. Je vous remercie pour votre attention.